Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, 3 morts en 3 jours chez les casques bleus au Mali. Et avec le départ des forces Barkhane françaises, c'est un élément de plus à quelques jours du nouveau rapport de la MINUSMA, la mission de l'ONU au Mali, qui va être soumis au Conseil de sécurité et que France 24 s'est procuré en exclusivité. Les détails à suivre dans cette édition. Macky Sall rassuré après sa rencontre avec Vladimir Poutine, le président du Sénégal et en exercice de l'Union africaine, est venu plaider la cause de l'Afrique menacée par une crise alimentaire sans précédent à cause de l'offensive russe en Ukraine. Et je vous emmènerai à Dakar où se tient une biennale d'exception avec une œuvre qui fait sensation, les restes suprêmes plus qu'une pièce de théâtre. Une pièce muséale où le musée n'est pas un décor, mais la scène est personnage central grâce au talent rare du metteur en scène rwandais Dorcy Rugamba, accompagné de sa comédienne principale Nathalie Vérac. 2 casques bleus ont été tués vendredi par un engin explosif près de Douentza, dans le centre du Mali. Cela porte à 3 le nombre de casques bleus tués en 3 jours. Ceci intervient alors qu'un nouveau rapport de la MINUSMA, la mission de l'ONU au Mali, va être soumis dans 10 jours, le 13 juin exactement, au Conseil de sécurité de l'ONU. France 24 se l'est procuré et vous dévoile les grandes lignes en exclusivité. Julie Chouteau. Cette mission est parmi les plus meurtrières pour les casques bleus et pourtant, la MINUSMA demande plus d'effectifs et le renouvellement pour 1 an de son mandat au Mali. L'opération des Nations Unies cherche à compenser le retrait de ses alliés de la force française Barkhane. Mais les autorités maliennes tenteraient d'entraver le travail de la MINUSMA selon le rapport dévoilé en exclusivité par France 24. Par exemple, la zone d'exclusion aérienne qui a empêché la MINUSMA de faire voler ses appareils, là c'est décrit dans le détail. L'obstruction par rapport à l'enquête qu'a voulu mener la MINUSMA à Moura pour documenter ce qui s'est passé là-bas, mais aussi dans d'autres régions du centre Mali. Dans ce rapport, on apprend aussi que la MINUSMA opère toujours loin des caméras dans des régions très dangereuses comme celle de Gao et Tombouctou. Les djihadistes renforcent leur présence pendant que les autorités maliennes perdent du terrain. L'État malien contrôle 15% de son territoire aujourd'hui, 10% du nord et 21% du centre. Ce sont des chiffres très alarmants. Dans le précédent rapport de la MINUSMA, les forces maliennes étaient aussi mises en cause pour des violations des droits de l'homme. La junte militaire s'est imposée au pouvoir par 2 coups d'État en 2020 et en 2021. Ce vendredi, le président nigérien Mohamed Bazoum a rendu visite aux populations du sud de la région de Tillabéri, région gangrénée par le terrorisme. Il s'est exprimé devant les habitants de la commune de Makalondi, à moins de 13 km de la frontière avec le Burkina Faso. La petite ville accueille depuis plusieurs milliers de déplacés qui fuient les attaques transfrontalières de groupes armés basés dans le nord du Burkina Faso. Notre correspondant Harold Girard nous en dit plus. Mohamed Bazoum, lors de son déplacement dans le département de Torodi, se voulait rassurant. Le chef de l'État nigérien tente de trouver des solutions face à l'énorme pression migratoire qui pèse en ce moment même sur son pays. Et le premier point de pression, ce sont ces dernières semaines et plusieurs centaines de Maliens qui arrivent encore dans le nord de cette région de Tillabéri, qui fuient les violences des affrontements entre groupes armés et particulièrement celles de l'État islamique au Grand Sahara. Le deuxième point de pression, on l'a appris il y a seulement 2 jours, c'est ce que révèle le dernier rapport de Médecins sans frontières. L'Algérie a expulsé depuis le début de l'année 2022 plus de 14 000 personnes vers le Niger. Plus de la moitié de ces personnes rapportent à l'organisme MSF des violences physiques. Mohamed Bazoum sait que dans le contexte d'une crise alimentaire très difficile, peut-être la pire depuis 10 ans, il ne peut tenir cette pression indéfiniment. Il doit donc encourager les déplacés internes, mais aussi les réfugiés étrangers à rentrer chez eux dans les meilleures conditions. Je suis venu ici discuter avec vous et créer les conditions du retour des populations dans leur village. Je ne suis pas venu vous dire de retourner
pour que je vous abandonne. Non, jamais je ne le ferai. Je vais évaluer la situation de façon détaillée et nous ne ramènerons les populations dans leur village que si nous sommes sûrs que nous avons garanti leur sécurité quand elles seront retournées. Plus de 16 000 personnes déplacées sont actuellement dans le département de Torodi. La menace des groupes armés reste très présente. Dans la zone rattachée à la commune de Makalondi, c'est 2/3 des écoles qui restent fermées. Même si Mohamed Bazoum veut avoir les moyens de ses ambitions, veut les déployer, eh bien l'évolution de la situation sécuritaire ne joue pas en sa faveur. Depuis le début de l'année 2022, dans la seule région de Tillabéri, c'est 135 incidents violents qui ont été répertoriés, contre 93 sur toute l'année 2021. Macky Sall s'est dit rassuré par sa rencontre avec Vladimir Poutine. Le président sénégalais qui assure la présidence de l'Union africaine est en Russie pour évoquer les répercussions de la guerre en Ukraine sur le continent africain. Écoutez le président russe exprimer son soutien aux Africains dans leur lutte contre le colonialisme. Je souhaite vous rappeler que la Russie est toujours aux côtés de l'Afrique et lui apporte son soutien dans sa lutte contre le colonialisme. Nous sommes dans une nouvelle étape dans nos relations et nous apportons une attention particulière au développement de ces relations. Mais le président sénégalais était surtout venu alerter sur la crise alimentaire qui menace l'Afrique, car de nombreux pays africains dépendent à plus de 50% des importations de blé venant d'Ukraine et de Russie. Amine Baba Aïssa. Si loin et pourtant si touché. L'Afrique paye le prix fort d'un conflit qui se déroule sur un autre continent. Tous les voyants sont au rouge, car plus aucun navire ne sort d'Ukraine. Le pays, situé à près de 2000 km des premières côtes africaines, était avant l'invasion russe le 3e exportateur mondial de blé, 4e de maïs, et assurait à lui seul 50% du commerce de graines et d'huile de tournesol sur la planète. Les routes menant au port hautement stratégique d'Odessa sont bloquées depuis plus de 3 mois. L'ONU craint un ouragan de famine dans de nombreux pays africains, particulièrement dépendants des ressources ukrainiennes, mais aussi russes. Car les deux pays représentent à eux seuls plus de 50% des importations de blé au Sénégal, au Libéria, au Bénin ou encore en Mauritanie. Pour atténuer les effets de cette crise, l'Union africaine demande à l'Europe de réduire les sanctions infligées au Kremlin. L'expulsion des banques russes du système financier SWIFT, notamment, impacte l'approvisionnement alimentaire de tout le continent. Nous n'avons plus accès aux céréales venant de Russie, au blé en particulier, mais surtout aux engrais et à l'urée en particulier, pendant que notre agriculture est déjà déficitaire. Un secteur agricole affaibli par la pandémie de Covid-19 et les sécheresses extrêmes. En 2021, la production de céréales au Sahel a baissé de 12% par rapport à l'année précédente. Selon Oxfam, la famine guette particulièrement la corne de l'Afrique. Plus de 23 millions de personnes souffrent de faim extrême en Éthiopie, en Somalie et au Kenya. Ils sont 10 millions de plus qu'en 2021. Allez, je vous emmène à Dakar afin de découvrir plus qu'une pièce de théâtre, une œuvre muséale où le musée tient le rôle principal dans les restes suprêmes qui abordent le patrimoine africain d'un point de vue original et qui a ému les spectateurs de la Biennale de Dakar. On retrouve en direct depuis Dakar le metteur en scène rwandais à qui on doit cette pièce exceptionnel, Dorcy Rugamba. Merci d'être avec nous dans le Journal de l'Afrique. Et vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné de votre comédienne Nathalie Vérac. Merci à vous deux. Alors dites-nous, en plein débat sur les restitutions, vous avez décidé de faire parler les objets et leurs lieux de résidence, les musées. Dites-nous pourquoi. En fait, la question, effectivement, c'est celle-là. On est parti de l'idée, et si les masques parlaient, les masques exposés dans les musées ethnographiques occidentaux, qu'est-ce qu'ils nous diraient? Et c'est la fiction de départ, en fait, des restes suprêmes, qui est présentée, en fait, dans une forme à la fois plastique et performative. C'est-à-dire que c'est une œuvre qui peut se visiter sans les acteurs, mais qui peut aussi se visiter avec une performance avec des acteurs. Il s'agit de 4 unités, 4 structures qui sont construites
Et en soi, ça raconte quelque part une déconstruction de ce musée, en fait, d'origine coloniale. D'origine coloniale. Mais alors, dans votre pièce, il y a aussi un parti pris, celui des spectateurs, qui ont quelque part un rôle à jouer. Et cela pose aussi la question de l'action des Africains et des Européens face à cette question du patrimoine africain. Oui, ici, en fait, ce que j'ai voulu, c'est de confronter le public à une expérience, en fait. C'est-à-dire, c'est pour ça d'ailleurs qu'on est au-delà du théâtre, à la rencontre des arts visuels. On peut assister à ce qui se passe souvent de l'extérieur. Il s'agit presque de 4 galeries qui sont construites, où il y a des interstices, et les spectateurs regardent dehors, comme on regarderait par le trou d'une serrure sur une vérité cachée. Et quand on suit la mémoire des masques, quand on essaie de voir leur séjour en Occident, le parcours qui a été le leur, on se rend compte que les différents lieux et les différents maîtres qu'ils ont eus racontent souvent une histoire cachée qu'on ne trouve plus dans les récits officiels. Et c'est cette vérité cachée à laquelle on a voulu vraiment confronter les spectateurs. C'est-à-dire de les mettre dans une position dynamique où ils peuvent changer de perspective, où ils sont pris à partie eux-mêmes d'ailleurs par le masque, pour qu'il y ait une part active de leur côté. Oui. Alors, Nathalie Vérac qui est à côté de vous, vous êtes une comédienne dans la pièce. Vous êtes guadeloupéenne, installée à Dakar depuis des années, adoptée par les Dakarois et les Sénégalais. En tant que caribéenne, je me demandais quelle résonance cette pièce avait-elle pour vous? Elle renvoie à plusieurs couches de la mémoire, je trouve, c'est-à-dire tout cet espace sensible qui a traversé l'océan, qui nous traverse de génération en génération, qui vient nous réveiller parfois la nuit, nous habiter, nous soulever. C'est-à-dire il y a toute une zone, je crois, immatérielle où souvent les artistes sont sensibles, peintres, sculpteurs, mais pas que. Qui nous met en lien avec le continent peut-être, mais qui va même au-delà. C'est-à-dire il y a quelque chose de l'ordre, je dirais, c'est peut-être ma dernière phrase dans la pièce, l'esprit demeure. Et il y a quelque chose de cet ordre-là qui, au-delà de l'océan, vient continuellement réveiller, en tous les cas, alors oui, la personne caraïbéenne que je suis, mais surtout l'être humain, la femme et l'artiste. Bien sûr. Et alors, Dorcy, on se demande, cette pièce qui a été jouée à la Biennale devant son succès, on se demande si elle va être jouée partout et à quand une tournée africaine, mondiale? Oui, c'est notre vraiment première volonté. En fait, le souci même de la montée ici à Dakar, c'était que pour avoir un projet ambitieux, on voulait qu'il soit d'abord vu ici, qu'il soit fabriqué, fait par des Africains et vu d'abord par les Africains. Et nous mettons tout en œuvre pour que, malgré la dimension, parce que c'est une structure qui s'étale sur plus de 300 mètres carrés, puisse voyager. Et nous pensons la faire tourner dans toutes les régions d'Afrique, au moins dans 12 pays, avant de partir vers le monde. En tout cas, de permettre, puisque nous parlons de l'Afrique, nous parlons des Africains, nous parlons de leur mémoire et de leur patrimoine, que ce soit eux d'abord les premiers concernés, les premiers spectateurs, et qu'on parte du continent et que cette œuvre puisse alors partir en Europe, partir vers le continent américain et ailleurs. Oui, on vous entend et c'est vrai qu'on invite les gens à venir, évidemment, à voir cette biennale qui est exceptionnelle, qui se tient en ce moment à Dakar et c'est jusqu'au 19 juin, donc courez-y si vous pouvez, n'hésitez pas, il y a tout à voir. Merci beaucoup Dorcy Roubamba d'être venue sur le plateau, d'avoir fait cette halte avec votre comédienne qui est formidable, Nathalie Vérac. Merci à vous deux d'avoir fait cette halte sur le Journal de l'Afrique. Merci. 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 Merci beaucoup. Et c'est ainsi que nous refermons ce Journal de l'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, de Dakar à Kigali, en passant par Boto. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24. RFI et France 24 présentent Le Café des Sports, votre émission 100% football, c'est tous les vendredis. Débat passionné, échange sans concession pour une analyse complète de l'actualité sportive de la semaine.
Le Café des Sports, à vivre en direct sur RFI et à voir sur France 24. Vous allez voir et écouter le temps qu'il fait avec Écoutez voir. Écoutez voir, optique et audition mutualiste.